Voilà. Bonjour et bienvenue à tous justement sur ce nouveau webinaire de l'Institut Mimétis. Donc je me présente, je suis Sandy Vendrely, formatrice pour l'Institut. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir de vous présenter justement de 18h30 à 20h ce nouveau thème central, enfin, en tout cas aussi central que questionnant dans nos pratiques, c'est la place du corps, le corps en thérapie. Notre corps en relation, quelle place dans la thérapie? Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre effectivement nos webinaires. Aussi, voilà, pour ceux qui découvrent l'Institut aujourd'hui, je vais juste donner quelques éléments. Nous sommes un institut de formation, un organisme de formation pour les professionnels de la santé et de la relation humaine. Et le siège est situé à Nantes, mais comme vous pouvez voir au niveau de tous effectivement les spectateurs, les participants, en fait, nous intervenons aussi bien aussi à Paris, Marseille, Toulouse et également l'île de la Réunion, où ce soir d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait effectivement des participants qui étaient là. Alors, pour la petite histoire, effectivement, l'une des particularités de l'Institut dans les formations que nous proposons, c'est vraiment l'approche. Vous allez la découvrir aussi autour de la thématique que nous allons développer ce soir. L'approche basée essentiellement sur la relation du patient, la relation que le patient entretient en fait vis-à-vis de son trouble et non la relation qui est plutôt sur son trouble lui-même. Nous collaborons avant toute autre chose avec le patient pour qu'il puisse se remettre en mouvement, aller connecter avec lui le vivant, justement, ce qu'il y a de vivant en lui. Donc, pourquoi ces objectifs-là? Eh bien, en fait, c'est surtout pour que le patient puisse se remettre en mouvement, qu'il s'inscrive dans une histoire en fait alternative, en tout cas une histoire de vie en autonomie et surtout en lien avec la communauté des humains. Voilà, tout ça, vous allez le découvrir au cours effectivement aussi du webinaire de ce soir. C'est l'une des particularités des formations que nous proposons, mais toute cette philosophie, nous l'enseignons dans nos formations, dans toutes les formations en fait, que nous proposons, aussi bien dans les formations en hypnose que les formations en thérapie narrative ou tout simplement les thérapies des mondes relationnels. Voilà en tout cas pour ceux qui découvrent l'Institut Mimétis ce soir. Aussi, oui, un élément important dans les informations à vous donner au niveau de l'Institut, il y a des dates clés. Le prochain webinaire sera le mardi 26 janvier. On a pris effectivement le choix de faire comme ce soir pour permettre à chacun de pouvoir le voir. Donc mardi 26 janvier, toujours de 18h30 à 20h. Dans les dates clés aussi, autre élément et information importante, notre prochain congrès se fera lui à La Baule en juin 2022. La thématique, c'est sidération, effondrement, renaissance, de l'emprise à l'effondrement, à la résilience, pardon, de l'emprise à la résilience. Ça, c'est le programme, oui, je sais, c'est de l'emprise à la résilience. Ça, c'est le programme pour 2022. Bon. Avant cela, je vois Eric et Bruno qui trépignent. Donc, avant cela, effectivement, je vais vous proposer justement d'accueillir nos deux intervenants. Donc, Bruno, le docteur Bruno Dubos, donc, qui est psychiatre, psychothérapeute, formateur également en hypnose et en thérapie brève. Il est également auteur d'ouvrages et d'articles que vous pouvez retrouver justement. Très tôt dans sa pratique clinique, il s'est intéressé justement à intégrer le rôle du corps dans le travail psychothérapique et effectivement, vous allez pouvoir bénéficier de cette lecture et cette grille de lecture ce soir. Les échanges vont être avec le docteur Eric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute également, directeur et fondateur de l'Institut Mimétis, également concepteur et développeur de l'HTSMA, la thérapie du lien et des mondes relationnels. Nous aurons un temps d'échange, ils auront un temps d'échange en fait à peu près jusqu'à 19h30. Ils interviendront sur le thème d'aujourd'hui, puis de 19h30 jusqu'à 20h,
qui répondront justement à vos questions, vos interrogations, les besoins aussi peut-être d'éclaircissement, mais également vos commentaires, tout simplement. Pour cela, vous connaissez le procédé. Il y a effectivement la conversation du webinaire Zoom. Moi, je me ferai le relais de vos questions. Donc, posez-les sur webinaire. C'est juste en bas à droite de votre écran. Et voilà, donc je vais essayer de regrouper toutes les questions donc de 19h30 à 20h. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Donc, vous pouvez le retrouver l'intégralité sur le site de l'Institut Mémétis. Donc, comme tous les autres webinaires, donc, sur l'Institut Mémétis, c'est à l'onglet ressources. Voilà, donc je crois qu'on en a assez dit. Donc, moi, je vous retrouve à 19h30 pour faire le relais de vos questions. Et maintenant, il est temps de découvrir justement ce que Bruno et Eric nous ont préparé. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci, Sandy. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et bonjour à toi, Bruno. Pour qu'on partage ce webinaire sur un sujet qui nous tient à cœur et qui nous a permis de nous rencontrer il y a déjà quelques années, et où nous nous retrouvons et où j'ai le plaisir et nous avons le plaisir aussi de t'accueillir à l'Institut dans nos formations par rapport au corps. Et évidemment, comme nous sommes tous les deux, la première question que je me suis posée, n'est-ce pas, c'est comment on en arrive à aborder le corps comme nous allons le faire. Et nous sommes tous les deux, nous avons commencé tous les deux dans cette question-là par être médecin. Pour ma part, un médecin a créé une insatisfaction qui m'a amené à psychiatre, mais l'insatisfaction par rapport au corps et par rapport au lien entre la personne et son corps est passé de l'autre côté. Et, comme psychiatre, ça a été que la psyché dissociée du corps. Exact. On est d'accord. Et à ce moment-là, s'est posé la question effectivement de l'engagement et de la place du corps dans la thérapie. Corps que je développerai évidemment comme corps en relation. Et si tu me permets, je viens d'avoir une séance de thérapie aujourd'hui avec une jeune patiente à qui on a découvert un cancer, une leucémie. Et elle me dit cette phrase qui me semble tout à propos pour notre webinaire. Elle me dit « Le véhicule charnel aide le corps biologique et l'esprit à guérir. » Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est extrêmement important parce que ce que tu disais sur le parcours qui nous amène qui nous a amenés tous les deux à être dans cette dynamique-là, c'est que moi, de la même façon, j'ai commencé à être médecin, puis psychiatre, et le problème, c'est qu'effectivement, lorsque je suis arrivé à travailler à l'hôpital puisque j'étais interne. Très rapidement, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir continuer à faire ce métier-là s'il était uniquement centré sur du symptôme et de la psyché dysfonctionnelle et qu'il n'était à aucun moment question de relation, déjà de relation entre un thérapeute ou un médecin, un soignant et un patient, mais qu'il était question de sa pathologie psychique. Déjà même pas dans un processus en mouvement, mais juste figé dans un diagnostic du moment. Donc ça me convenait pas. Je me suis formé à l'hypnose. Ça me convenait un peu mieux, si ce n'est que lorsqu'on m'a enseigné l'hypnose, on m'a enseigné l'hypnose sous l'angle, comment je pourrais dire, cognitif. C'est-à-dire que ce qui est important dans l'hypnose, c'est qu'on peut mobiliser et faire changer de la cognition en mobilisant de l'imagination, et que le corps était considéré comme un reflet, un miroir un peu du processus psychologique en cours. Il est évident que lorsqu'on se confronte à la réalité de la thérapie, et notamment dans tout ce qui est des processus chroniques, des troubles alimentaires, des processus traumatiques, on s'aperçoit très vite
et j'ai été confronté à cette difficulté-là de façon extrêmement précoce dans ma pratique, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que il ne se passe pas grand-chose, voire même les patients et les patientes ne sortent pas du processus. Et donc, j'étais amené à me dire que effectivement, le corps, c'était pas simplement un reflet d'un processus psychologique, mais il était intégralement intégré dans ce qu'est l'humain. Et j'aurais même tendance à dire que fondamentalement, je reste persuadé aujourd'hui que le corps est le première interface relationnelle. C'est-à-dire que c'est la base sur laquelle vont se construire ou se développer, alors on en reparlera probablement de cette notion de chaîne d'expérience, mais c'est sur cette base-là que se construisent nos représentations psychiques, nos pensées, nos croyances, et qu'effectivement, ne prendre le corps que comme un reflet de la psychologie, c'est extrêmement limitant et c'est surtout pas juste. Donc, j'ai commencé effectivement à observer mes patients et mes patientes, à essayer d'observer non pas simplement leur corps pour leur corps, mais leur corps en relation. C'est-à-dire en relation avec le monde qui les entoure, en l'occurrence, là, dans le cadre d'une séance, le monde dans lequel ils sont avec moi, et la façon dont leur corps dont ils sont en relation avec leur corps, mais avec moi, en tant que thérapeute. Et ce qui amène aussi au fait que du coup, je me suis rendu compte qu'en tant que thérapeute, j'avais aussi un corps qui, bien évidemment, rentre en lien et en résonance avec celui du patient. Tout à fait. Et je crois que c'est intéressant quand tu dis j'ai découvert que j'ai aussi un corps comme thérapeute, car effectivement, ce que je partage avec toi, c'est que c'est bien cette question du rapport corps-esprit qui m'a dirigé à la suite de mes études de psychiatrie et dans la direction de la pédopsychiatrie, du travail avec les enfants, et particulièrement du travail avec les petits, et encore plus évidemment quand il est question de la souffrance. C'est-à-dire que ce que je me suis rendu compte, c'est que la question de l'hypnose engage évidemment le vécu corporel, mais il questionne en même temps s'il engage le vécu corporel chez le patient ou s'il engage le vécu corporel et chez le patient et chez le thérapeute. Et par exemple, ce qui me semble important, c'est, comme tu le dis, c'est pas notre corps, c'est pas notre corps physique dans sa vision, on dirait, corps biologique, mais bien de notre corps en relation, c'est-à-dire notre corps en mouvement. Et sur ce terrain-là, l'expérience du travail avec la relation mère-nourrisson, par exemple, pour percevoir ce qui se passe chez un nourrisson, c'est bien sûr, lorsque je prends le nourrisson, c'est de me mettre en transe d'observation, de me focaliser sur le mouvement corporel et l'expression du nourrisson, qui en retour, je vais m'appuyer sur qu'est-ce qu'en retour ça a comme effet chez moi, pour, comment dirais-je moi, pouvoir avoir un accès à ce qu'est en train de vivre là maintenant ce nourrisson dans le présent. Tout à fait. Ce qui m'amène, et pour rebondir sur ce que tu dis, au fait que non seulement le corps du patient et le nôtre est en relation, mais c'est aussi du coup une forme d'expression de la relation. C'est-à-dire que c'est dans le ici maintenant une forme d'expression de la relation. Et que du coup, si on prend, moi ce dont je me suis rendu compte assez vite, c'est que fondamentalement, si on prend la relation, ce qui est important dans la relation, c'est aussi l'intention de la relation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un individu projette comme intention dans la relation à l'autre. Oui. Et que du coup, fondamentalement, si on prend les choses d'une façon, comment on va dire, universelle, l'humain, je considère qu'il a deux mouvements relationnels fondamentaux qui sont
Alors après, il se colore et comment dire, il se modélise en fonction des intentions qu'on met dessus. Mais globalement, les deux grosses intentions fondamentales de l'être humain, c'est le aller vers. Alors après, on peut l'appeler aller vers l'autre. Ça peut être de l'intrusivité. Ça dépend le signifiant qu'on met dessous. Mais globalement, c'est un mouvement qui amène vers l'autre. Et le deuxième mouvement fondamental, c'est celui de la réceptivité ou du recevoir. Et qu'en permanence se jouent dans les intentions ces deux composantes fondamentales de la relation humaine. Et que du coup, bien évidemment, comme d'habitude, se pose la question quand on a des intentions, des moyens que l'on a à notre disposition pour alimenter nos intentions. Et que, effectivement, être dans une intention de réceptivité nécessite d'avoir comment je pourrais dire, un équipement fondamental, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler des habiletés qui sont à la fois corporelles, émotionnelles, relationnelles, qui permettent d'avoir les moyens de ces intentions relationnelles. Et c'est pareil pour le aller vers. Or, il s'avère que la grande majorité des gens que je vois, même la majorité des gens que je vois, ne sont plus en possibilité, alors après c'est autre chose, les processus dans lesquels ils sont engagés, mais ils n'ont plus cette possibilité d'avoir des intentions sur lesquelles ils peuvent mettre des moyens pour aller dans cette intention relationnelle, et j'insisterai sur cette intention relationnelle, en sécurité. Et donc, effectivement, je me suis amené à observer beaucoup cette notion du corps en relation et des habiletés relationnelles que l'on peut mobiliser, c'est-à-dire comment et qu'est-ce que l'on mobilise de son corps dans la relation, que ça soit en termes de volume, de tonus, de rythme, d'axe, de position, de mouvement du bassin, qui ne sont pas les seuls en jeu, mais qui bien évidemment servent de base à nos intentions. Et qu'elles servent de base fondamentale à l'intention, et sur lesquelles on va mettre d'autres choses. Alors, si tu permets, je vais reprendre ce que tu as dit, Bruno, pour nous accorder dans le modèle de ce que j'ai développé par rapport au corps, et des concepts que tu amènes fort intéressants d'aller vers, qui sont la question de l'intrusivité et la question de recevoir la réceptivité. Dans tous les cas, en termes tout en ayant dans l'idée que ce sont des processus relationnels et qui sont tout le temps en interaction l'un avec l'autre. Tout à fait. À la réceptivité correspond l'intrusivité, et à la réceptivité va être questionnée l'intrusivité. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans les termes que tu utilises, c'est qu'ils engagent tout de suite sur la question du perceptif et du sensible. Exact. Tout à fait. Et donc, que ce n'est pas... Et dans ce que tu amènes, qui me semble tout à fait fondamental, qui est le fait que ce mouvement va emmener l'action, et que l'action va être une expression de l'intention. Et que pour ça, ça nécessite à ce moment-là qu'on perçoive la relation comme l'expression de deux co-intentions, deux intentions qui vont avoir se rencontrer. Et pour moi, ça part de l'idée que cette rencontre est à la base de l'humain, je dirais même à la base du vivant. Tout à fait. Et donc, que ça nécessite de partir dans l'idée que dans l'espace sensible, on est tous interconnectés. Et que la forme que va prendre la relation chez chacun va être cette forme par la sensorialité, la sensorimotricité, par l'image, l'imaginaire, par la pensée, et qu'en fait, ça va être l'expression d'actes qui vont emmener des intentions.
Et toute la question est, dans la relation, comment va être perçu ce jeu de la réceptivité et de l'intrusivité. Évidemment, à partir du moment où on pose cette question-là, lorsque tu dis ça va mobiliser nos habilités, mais je pense que nos habilités, on va les mobiliser dans ce que j'appellerais la construction, ou en tout cas la construction de notre intimité à partir de l'intime. Tout à fait. Tout à fait. Et ce qui me semble, si je prends 2 minutes pour ça, c'est d'avoir dans l'idée que c'est un intime collectif, qui d'ailleurs ne se limite pas uniquement à la famille, mais qui amène tous les liens qui affectivement sont engageants et importants pour soi. Et bien sûr, c'est dans la rencontre avec l'autre que va se construire ses habilités. Dans l'interaction, c'est-à-dire entre cet intime collectif qui est d'ordre affectif, et évidemment tout ce qui vient du sociétal, qui sont de l'ordre des normes. Tout à fait. Et dans cette construction-là, et c'est ça qui me semble important, et je trouve que c'est intéressant ce que tu fais, ce que tu développes, c'est, me semble-t-il, que le troisième paramètre est d'avoir dans l'idée qu'on est dans un processus développemental. Tout à fait. Et qu'effectivement, ces habilités vont se construire dans la rencontre. Et dans les expériences de rencontre. Et dans les expériences de rencontre. Et que c'est à partir de la répétition de ces expériences de rencontre, sous des formes à la fois semblables et singulières, que va se construire et se développer les habilités relationnelles. Tout à fait. Et du coup, oui, tout à fait. Ce qui fait qu'effectivement, quand on parle d'expérience, on nous retrouve, nous, confrontés, quand on reçoit des patients, à des gens qui ont donc fait, effectivement, un certain nombre d'expériences relationnelles, mais dans lequel, effectivement, la question de la façon dont ils l'ont construit a amené, à certains moments, pour une grande majorité d'entre eux, à créer des expériences qui ne sont plus sécures en termes d'intentionnalité du lien, de ce qu'eux en perçoivent, à la fois avec leur sensoriel au sens large, c'est-à-dire leur VACOG, le système proprioceptif, et également tout ce qui est de l'ordre de la charge émotionnelle qui va avec et des représentations psychiques qui mettent dessus. Et que du coup, une partie de notre travail, effectivement, quand on parle, moi je suis toujours très dubitatif et attentif sur la notion, notamment en hypnose, qui est beaucoup développée du lieu sûr, et que je parle, moi, ce qui me semble plus utile pour les gens, c'est de recontacter une expérience sécure, et que nous, en tant que thérapeutes, à la fois, et pas qu'avec nos mots ou nos représentations psychiques et nos pensées, mais avec notre corps, notre boulot est d'aider les gens à faire une nouvelle expérience de ce fondamental qui est l'expérience sécure à l'autre, qui va permettre de créer, comment on pourrait dire, ce climat de confiance, qui permet du coup de pouvoir refaire coller des intentions, qu'elles soient à la fois d'ordre du aller vers et de recevoir, mais en sécurité. Et que c'est comme si on amenait les gens à recréer des nouveaux apprentissages dans lesquels, effectivement, il va y avoir des apprentissages d'ordre corporel, émotionnel et relationnel. Et effectivement, le développement de ce que j'appelle les nouvelles chaînes d'expérience ou des chaînes d'expérience. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, les chaînes d'expérience, c'est effectivement quelque chose qui naît du sensorimoteur au sens large du terme, c'est-à-dire du mouvement dans le corps au sens large du terme, c'est-à-dire le corps, c'est pas que les bras, les jambes, avec tout ce qui est neurovégétatif, le corps dans son ensemble, et que cette mise en mouvement sensorimotrice mobilise de l'émotionnel sur lequel on va pouvoir mettre des pensées. Des pensées qui vont être effectivement la valeur qu'on met aux choses, des croyances, etc. Et que, effectivement, la rencontre thérapeutique ne peut pas mettre en dehors le corps parce qu'effectivement, étant la première interface relationnelle, notre travail de thérapeute, c'est d'aider les gens à faire une nouvelle expérience
de sécurité dans le lien, dans lequel il y a leur corps, mais il y a aussi notre. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Bruno, puisque tu amènes la question de l'expérience sécure et que l'expérience sécure, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé et qui est à la base et un point incontournable dans la pratique de l'HTCMA, de la thérapie du lien et des mondes relationnels. À mon sens, dans la pratique de l'hypnose, ça devrait être le cas aussi. Oui, c'est qu'effectivement, la question du lieu sûr m'a toujours posé question. Et pour moi, ce qui est fondamental dans la pratique de l'hypnose telle que je la conçois, c'est justement d'amener de manière explicite ou implicite la relation patient-thérapeute dans l'expérience sécure. De mon point de vue, l'expérience sécure, ça consiste à être dans l'ici et maintenant, dans une expérience d'accordage qui permet ensemble, en pleine présence, de faire une expérience de centration, de calme intérieur et de plénitude. Et ce qui est très important, c'est que ça veut dire qu'il faut que l'autre soit dans la relation. Et l'expérience sécure, elle ne vient pas de soi, elle vient de, si j'utilise ces termes, de justement pouvoir se mettre en position de réceptivité et accueillir les messages de l'intrusivité comme des messages qui vont nourrir et enrichir. Et ce qui me semble important dans l'interaction entre les deux, c'est que l'expérience sécure, ce n'est pas une fin en soi. La base, me semble-t-il, c'est d'amener la personne dans la rencontre à retrouver la confiance dans le fait, dans la possibilité qu'une relation de confiance qui permet le jeu des interactions entre l'intrusivité et la réceptivité en sécurité, que cette relation de confiance puisse exister. Et il me semble fondamental de comprendre que ce n'est pas un lieu en soi. Je vais prendre un exemple. Si je suis bien dans un endroit, je suis bien dans un endroit seul au monde. Je ne retrouverai jamais la confiance dans le lien humain. Pour que cette confiance dans le lien humain arrive, ça nécessite à ce moment-là que dans cet espace, il y ait une rencontre. Tout à fait. Et ça me semble vraiment fondamental de comprendre ça. Et d'autant plus fondamental qu'on rejoue là, bien sûr, la relation d'attachement mère-nourrisson. Oui, oui. Et la base de l'expérience d'attachement. Tout à fait. Alors, effectivement, du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qui est que fondamentalement, ça pose la question de l'intime comme effectivement à la fois une expérience sensorimotrice, émotionnelle et affective. Oui. Et que c'est extrêmement important parce que dès qu'on travaille, on est tout le temps dans ces différents niveaux ces différents niveaux de ce qu'est l'intime. Alors, ce qui me semble important, je rebondissais là-dessus, c'est que du coup, cet intime-là, il est à la fois, et c'est ça qui est important, il est à la fois très singulier, très individuel, mais en même temps, il a une part d'universalité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, avec mon corps à moi que je perçois, encore faut-il le percevoir, hein, on est bien d'accord, d'y être connecté, moi, avec le corps que j'ai moi, je suis en tant qu'individu, comment on va dire, singulier, dans un lien avec une autre personne qui, elle aussi, a un vécu singulier, mais en même temps, je me reconnais comme faisant partie de l'universalité, par exemple, des humains, ou de l'université des hommes, ou des femmes, etc. Et que du coup, en permanence, cette universalité et ce singulier-là, ils sont présents dans la pensée, mais ils sont présents dans le corps. Parce que chacun d'entre nous, avons notre façon de nous mettre dans nos axes, dans notre bassin,
dans la façon qu'on a d'intégrer nos volumes, notre stabilité, et elle est très, très individuelle. Mais en même temps, quand on le fait, il y a toujours la notion qu'on appartient à une communauté, qui, elle, est donc plus universelle ou plus globale. Donc, c'est pour ça, quand tu disais qu'effectivement, ça pose la question de l'intime et de la représentation sociale, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien comment c'est compliqué à la fois de pouvoir être dans une relation intime avec des intentions qui peuvent être tout à fait justes, mais comment elles peuvent être, comment je pourrais dire, disfractées ou modifiées par l'implication non pas de l'universel, mais du coup d'une représentation sociale qui vient se superposer, et que cet universel-là doit être un modèle social. Et c'est très compliqué. On le voit dans la façon dont les gens sont en difficulté dans leurs relations, dans la sexualité, dans la façon qu'ils ont d'exprimer même des émotions. Quand on pleure parce qu'on est triste, parce qu'on a perdu quelqu'un, ça peut devenir très compliqué. Le fait d'aller chercher du réconfort peut être vite, dans certaines formes de représentation sociale, quand ça dure trop longtemps, perçu comme une faiblesse et un truc non adéquat. Et qu'au fur et à mesure, effectivement, on se retrouve à devoir aider les gens à se reconnecter à leur singularité, mais dans un universel qui est compliqué, et que je me dis que nous, en tant que thérapeutes, même si c'est dans la relation individuelle, on est porteur en partie de cette universalité-là, à condition qu'effectivement, quand on remet un lien sécure où on a confiance, je pense qu'on peut commencer à porter aussi en partie cette universalité-là, qui appartient à l'universalité des humains, quoi. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu dis et reprendre, si tu m'autorises, parce que ça me semble important de pouvoir préciser certaines choses. Je crois que le singulier va prendre forme dans le collectif, dans l'intime collectif. Et qu'effectivement, comme tu dis, fort justement, je crois aujourd'hui que nous sommes en permanence à l'interface entre le singulier et la dimension, le singulier et l'universel, c'est-à-dire le singulier et le collectif. Et que les formes relationnelles vont nous construire et qui vont nous construire, de mon point de vue, ne peuvent être que de l'expression symbolique au sens de symbole égal, c'est le principe d'unité qui unit le même et son contraire. Principe d'analogie des contraires. Petite parenthèse d'ailleurs, le principe d'analogie des contraires était une base de la pratique d'Erikson. Tout à fait. Et c'est ce qui l'a, me semble-t-il, d'ailleurs amené à dire que le symptôme était un symbole déchu, d'ailleurs. Et je crois qu'on a tout le temps à faire entre le semblable qui va nourrir l'être ensemble et l'appartenance à, car nous sommes des êtres d'appartenance, et les différences qui vont construire la singularité. Mais ce qui est important, c'est comment va se jouer à un autre niveau le jeu du semblable et du singulier. Et que ce jeu du semblable et du singulier va questionner, va construire l'unité, me semble-t-il. Et pour ça nécessite et ça questionne la confiance dans le fait que dans la répétition, je peux affirmer ma différence dans le semblable. Tout à fait. Et le problème, me semble-t-il, c'est que justement, on ne peut pas décréter la confiance, on ne peut faire que l'expérience. Et que ce singulier dans le semblable, il va nécessiter le regard de l'autre et la présence de l'autre. Tout à fait. Et ça n'est pas une présence intellectuelle. C'est une présence sensorielle, tout à fait. Une présence sensorielle d'acceptation inconditionnelle. Alors, c'est extrêmement important ça, parce que
ça peut, enfin, ça m'évoque parce que quand on parle de singulier et d'universel, on parle assez souvent d'inconscient collectif ou de conscient et d'inconscient, Oui. et qu'effectivement, on peut se poser la question quand même, quand on regarde les choses comme ça, et ça a des implications très directes sur notre travail thérapeutique de tous les jours, qui est de considérer que, alors on a beaucoup parlé d'inconscient et de conscient, sous-entendu que l'inconscient, on ne savait pas trop ce que c'était, mais c'était un truc psychologique, quelque chose, une entité psychologique, Oui. et que le conscient était une entité psychologique aussi et cognitive. Oui. En fait, on peut se dire probablement par rapport à ces enjeux et ceux dont on vient de parler là, que ce que l'on peut considérer comme inconscient est très certainement conscient et probablement ce qu'on pourrait appeler effectivement cette conscience corporelle, qui est le réservoir de toutes nos chaînes d'expérience, puisqu'elle se mobilise effectivement dans ce contexte corporel au sens large du terme, et que pour moi, l'inconscient, en fait, c'est du conscient mais corporel. Et qu'effectivement, au sens large du terme, et que quand on va reconvoquer le sensoriel, et bien immédiatement, effectivement, s'activent ces fameuses chaînes d'expérience, qui, comme par hasard, deviennent pour le coup non pas inconscientes, mais conscientes. Eh bien, oui. Et je te rejoins tout à fait sur la question de la conscience corporelle, l'inconscient comme une conscience corporelle, car cette conscience corporelle, notre corps en relation, ça nécessite de percevoir notre corps en relation comme un corps vivant, et que c'est de cette conscience corporelle que va émerger les formes les plus sophistiquées de notre conscience, qui vont prendre la forme effectivement de l'image et de la pensée. Tout à fait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette conscience corporelle, c'est une conscience corporelle en interrelation et en interaction. Et où me semble-t-il, la base, comme d'ailleurs la recherche de pointe chez le nourrisson le montre et chez l'enfant, c'est la base, c'est l'effet mimétique et les neurones miroirs. On est bien d'accord. C'est-à-dire la capacité d'anticiper et de modéliser l'intention de l'autre à travers l'acte en mouvement. Oui. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si je rebondis là-dessus et qui me semble important, c'est qu'on peut passer de l'autre côté de la vie sur la question de la transmission. Tout à fait. Et de se dire que justement, c'est cette conscience corporelle qui est en fait la conscience du collectif intime qui va passer et qui va se transmettre en transgénérationnel. Tout à fait. Pour le meilleur d'ailleurs, comme pour le pire. Comme pour le pire. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui fait que, effectivement, cette question de la transmission, nous on le voit en tant que thérapeute, on le voit aussi en tant que formateur, parce que c'est la même dynamique. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé là, qui a à voir aussi quelque chose, une terminologie qu'on utilise de façon extrêmement fréquente en hypnose, qui est la notion de dissociation et de réassociation. Oui. Et qu'effectivement, en fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est que cette notion de dissociation et de réassociation, ce qui est important effectivement, c'est que dans le cadre thérapeutique, elle se fait dans l'ici et dans le maintenant. Et que de la même façon, quand on parle de réassociation, elle est à la fois corporelle et psychologique, mais elle reste avant tout corporelle, car s'il n'y a pas cette réassociation corporelle, c'est-à-dire la connexion au sensoriel, c'est extrêmement difficile de mobiliser de l'imagination, et encore moins de l'imagination créative, et qu'effectivement, il me semble important pour les thérapeutes qui nous écoutent et ceux avec lesquels ils pourront en parler, que pour aider quelqu'un à créer un changement dans la façon qu'il a de se penser ou de s'imaginer différent, ce travail de changement
qui repose la question effectivement du développement et de la croissance. Mais s'imaginer différent nécessite de retrouver ce qu'on disait au début, c'est-à-dire ce lien sécure à l'autre dans le soin, c'est-à-dire un lien entre deux humains avec leur corps synchronisé et où effectivement il y a cette sécurité-là, et la nécessité d'être en permanence connecté à tout ce perceptif-là. Parce que s'il n'y a pas les deux, il est impossible de créer du changement. Du moins, en termes de ce qu'on disait tout à l'heure, de cette notion d'apprentissage. C'est-à-dire apprendre, soit à retrouver des chaînes d'expérience qu'on a, soit en développer des nouvelles. Car effectivement, ces chaînes d'expérience, il ne faut pas voir ça comme simplement des choses verticales. C'est-à-dire qu'en permanence, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du transversal. C'est-à-dire qu'on met ensemble nos chaînes d'expérience avec leur vécu corporel, leur vécu émotionnel et leur représentation psychique. Et que c'est dans le ici et maintenant. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, de... Moi, j'ai toujours été très, très gêné par cette notion-là, et ça continue à me gêner, qui est cette notion de régression en âge, par exemple, qui est quelque chose qui est en soi problématique, parce que je ne pense pas que les gens y régressent. C'est-à-dire que dans le ici et maintenant, que ça soit au niveau corporel, dans leur corps et dans leur chaîne d'expérience, jusqu'aux représentations psychiques, ce sont des chaînes d'expérience antérieures, mais qui sont réutilisées, réactualisées dans le maintenant. Mais ce n'est pas de la régression. Les gens ne repartent pas en arrière. Et qu'ils peuvent aller contacter des choses. Et ce qui leur permet de contacter cela, c'est effectivement ce lien et la façon dont cette relation-là va pouvoir activer des chaînes d'expérience antérieures. Mais à aucun moment, je pense que l'on fait, entre guillemets, régresser les gens. C'est pas juste. Enfin, c'est pas une... Et ça n'a pas des implications simplement d'ordre théorique ou philosophique. C'est que ça a des implications concrètes au niveau de la thérapie. Je te rejoindrai volontiers là-dessus et ça me semble tout à fait important puisque à partir du moment où on va utiliser la transe, la manière dont on oriente les suggestions va évidemment projeter sur une scène imaginaire. Or, dans toute la pratique que j'ai développée, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes de temporalité, c'est qu'on va travailler dans l'espace de l'ici et maintenant. Et que dans cet espace de l'ici et maintenant, il s'agit d'amener les expériences à travers les suggestions, de les amener dans l'expérience, dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, et comme tu le dis fort justement, je crois que c'est plus de réactualisation de chaîne d'expérience dans l'ici et maintenant à travers le processus hypnotique. Mais dans le lien. Dans le lien. Et justement dans le lien. Et que le risque d'envisager la régression en âge, c'est-à-dire du présent au passé, fait qu'on emmène la personne dans une expérience où nous ne sommes pas. Voilà. Et ce qui me semble fondamental en hypnose, c'est que quand on dit l'hypnose, c'est l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui me met en difficulté, car l'auto-hypnose, c'est la partie singulière, mais elle doit être dans l'hypnose ensemble. Et que pour que cette hypnose soit ensemble, ça nécessite que l'expérience hypnotique soit partagée par le thérapeute et le patient dans le présent. C'est-à-dire qu'on ne va pas enlever la personne ou créer l'idée qu'il pourrait retourner dans le passé à partir du présent, mais on va l'amener dans l'idée qu'on va amener des éléments du passé dans le présent, de telle sorte qu'à travers la dimension mimétique, on rentre dans une expérience partagée de reconstruction du passé dans le présent. Tout à fait. Et du coup, la possibilité en sécurité de mobiliser des chaînes d'expérience qui vont aussi permettre cette
ce mouvement-là. Oui. Et que ça, à mon sens, c'est un des processus qui participe à la résilience. Qui va mettre en œuvre, me semble-t-il, le processus de résilience. Et je crois que dès lors qu'on parle de ce terme de résilience, c'est dans l'idée de le voir comme un processus de croissance. Oui, tout à fait. Et pas comme un processus d'adaptation. Oui, l'adaptation, c'est effectivement serrer les dents et faire avec, d'une certaine façon. Alors qu'effectivement, là, on est dans un processus de croissance et de développement. Oui. Tout à fait. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore un peu de temps. Ou... Ah oui, il est 19h22. On a encore un tout petit peu de temps. Oui, c'est bon. Ok. Alors, du coup, quand on parlait tout à l'heure de cette notion de dissociation et de réassociation, ça rejoint, à mon sens aussi, cette notion de réceptivité et d'aller vers ou d'intrusivité, parce qu'en permanence, et c'est vrai à la fois pour le thérapeute et pour le patient, dans cette expérience hypnotique partagée où les corps sont en relation, il y a toujours une partie du sujet qui observe, oui, et une autre partie qui fait. Mais c'est vrai pour les deux. Oui. Et la partie qui est observée, Oui. elle est aussi dans sa dimension corporelle. Oui. C'est-à-dire que j'observe, une partie de moi observe mon corps en relation, entre autres. Et puisque tu abordes la question, ça me semble important pour moi, tout le travail de questionnement, va permettre d'amener sous cet angle-là, en sécurité, le patient et le thérapeute dans cette posture, qui est la posture de dissociation thérapeutique, qui est pendant qu'une partie de moi observe, alors une autre est dans l'histoire, agit, et dans la problématique. Et je dirais que c'est plus une partie de moi qui observe, c'est pendant qu'une partie de nous observe. Des deux, tout à fait. Des deux. Et le travail sur le lien est tout à fait fondamental dans les problématiques traumatiques, puisque c'est ce qui va permettre d'aider les patients comment dirais-je moi, à se sentir soutenus et qui va permettre de traiter les menaces de réactivation du vécu abandonnique. C'est-à-dire que cette posture qui est, pendant qu'une partie de nous observe, alors une autre est dans le travail, d'abord protège des débordements émotionnels. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que ça va permettre les effets de feedback en retour entre ce qui est agi ensemble, sous forme d'histoire, de souvenirs, etc. Et en retour, la manière dont je reçois les choses, dont je les vis intérieurement. Dans le corps. Dans le corps. Tout à fait. Et qu'à ce moment-là, ça va permettre qu'en posture, que la partie de moi qui est en posture d'observateur va pouvoir observer aussi les effets dans le corps de ce qui est en train de se dérouler. Et ça me semble d'autant plus important que lorsqu'on rentre dans des histoires, même traumatiques, dans des histoires traumatiques, c'est, de mon point de vue, la seule position pour pouvoir entrer dans le monde traumatique du patient sans être impacté par le monde traumatique du patient. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important et de façon générale, j'aurais tendance à dire de toute façon que si on prend en compte
la dimension corporelle du lien et de la thérapie, il est évident que toute expérience psychologique ou toute émergence de pensée ou de souvenirs, ou même de pensées différentes, ne peut avoir, entre guillemets, de la valeur, alors je ne sais pas si le terme est juste, que si elle est connectée à un vécu corporel. Et c'est aussi un des enjeux dans les processus traumatiques, mais pas que l'on a aussi dans les troubles alimentaires, qu'on a dans des tas d'autres, dans la douleur chronique, c'est-à-dire que pour que des pensées soient considérées comme justes et permettent il faut qu'elles soient connectées au corporel, parce que c'est ce qui va permettre de retrouver en sécurité et de remettre ces fameux deux mouvements d'aller vers et de réceptivité, et que ce n'est pas la même chose de simplement le penser et de le sentir. Et que s'il n'y a pas les deux dimensions en permanence, eh ben ça ne peut pas créer de changement. Et ces enjeux-là sont fondamentaux dans le trauma, ils sont fondamentaux dans tout un tas d'autres problématiques. Et j'aurais même tendance à dire, de façon générale dans la thérapie, penser des choses, c'est une chose, mais on sait bien que tous les patients, et c'est juste, lorsqu'ils pensent des choses, si elles donnent des sensations à l'intérieur et qu'ils se rendent compte que du coup, ils expérimentent dans le lien avec nous que leur corps se remet en mouvement de façon un peu différente avec des pensées qui y sont associées, on est à nouveau dans cette notion d'apprentissage. Oui. Oui. Donc c'est extrêmement important pour les thérapeutes d'intégrer cette notion-là. Oui, et je crois que la notion d'apprentissage, c'est la manière dont nous allons aborder les questions comme thérapeute va servir de modèle et de processus, de modèle en termes de capacité à aborder, de capacité à faire face à la difficulté ou la souffrance. Et pour ça me semble important ce que tu as dit, et c'est quelque chose de fondamental, c'est comment je vais rentrer dans une histoire et comment l'histoire dans laquelle je vais rentrer est une histoire qui est vécue et non pas une histoire du parler sûr. Et de mon point de vue, toute la question va être justement de pouvoir emmener ensemble le couple patient-thérapeute dans cette histoire relationnelle. Donc cette histoire relationnelle, elle ne va être, je veux dire, utilisable entre guillemets dans le sens de la thérapie qu'à partir du moment où elle prend appui sur une expérience vécue qui va remettre en mouvement le jeu du semblable et du différent. Tout à fait. Et ce semblable et ce différent-là, il ne peut de toute façon prendre appui et s'exprimer. Il faut qu'il y ait le corps pour qu'il puisse s'exprimer. Sinon, ce n'est pas possible. Oui. Puisqu'il y a besoin de cette dimension perceptive de l'expérience. Sinon, ça ne marche pas. Oui. Bien, oui. Je vous interromps. Effectivement, voilà, il est 19h30. Il y a un certain nombre de questions, de demandes de précision. Voilà, parmi l'un des éléments en fait sur lequel qui revient, c'est concrètement la place du corps du thérapeute dans la relation thérapeutique. Est-ce que ça veut dire du coup que nous, en tant que thérapeute, ou comment en tant que thérapeute, on peut utiliser finalement ces informations que l'on reçoit, pour pouvoir justement être finalement support ou porteur de ce changement au travers de l'expérience? Comment est-ce qu'on fait? Eric, tu réponds ou je réponds? On répond tous les deux. Tiens. Voilà. Je dirais de mon côté, la première question et qui me semble fondamentale, c'est de partir de l'idée de comment rentrer dans l'espace thérapeutique avec un patient. Donc, ça signifie utiliser son corps, nous en tant que thérapeute, pour entrer en relation. Voilà. Oui.
Ça signifie que c'est comment je vais recevoir ce que le patient va mettre va exprimer, comment je vais le recevoir et comment on va en faire une construction ensemble qui va permettre que cette construction-là soit une construction partagée. Et que c'est sur cette construction-là que va pouvoir se déployer la thérapie. Alors, je rebondirai là-dessus, effectivement, c'est que en tant que thérapeute, effectivement, on a un corps. Ce corps, il a donc des habiletés ou du savoir-être et de se mettre en mouvement dans le lien. Et qu'avec Eric, on a parlé tout à l'heure de la notion extrêmement importante dans le lien sécure, de la synchronisation. Et que cette synchronisation-là, et cette synchronisation et cette sécurité-là, elle va avant tout passer par notre capacité qu'on a d'utiliser notre corps pour se synchroniser. Parce qu'on est câblé comme ça. Enfin, j'aurais tendance à dire que nos apprentissages fondamentaux, comme on l'a dit, sont basés sur le mimétisme, les neurones miroirs, et que le mimétisme étant la base fondamentale de l'apprentissage, le mimétisme, il est corporel. Et qu'effectivement, comment on utilise notre corps de thérapeute? Eh bien, effectivement, il va nous servir, certes, à pouvoir suggérer des choses, c'est-à-dire à pouvoir créer un espace du possible avec le corps en mouvement du thérapeute qui va pouvoir montrer d'une certaine façon ou suggérer des possibilités de mobilisation du corps du patient en relation, mais ça ne peut se faire que si fondamentalement il y a une relation et que cette relation, comme elle est corporelle, elle passe par la synchronisation corporelle. Et c'est tout le défi, parce qu'il y a des patients qui sont effectivement, et c'est un domaine extrêmement intéressant, comment on va rentrer en relation corporellement avec quelqu'un qui est en situation d'effondrement ou de pré-effondrement. C'est un réel défi pour les thérapeutes. Alors, il en sera question au congrès mimétisme, mais c'est un réel défi pour les thérapeutes. Comment rentrer en relation avec quelqu'un qui est figé, tout à l'arrêt, vous voyez, donc, mais c'est néanmoins une phase indispensable. Donc je dirais que c'est comme ça que je pourrais répondre à la question. Je rebondirai en disant que l'entrée en relation, c'est vraiment, comme tu l'as dit Bruno, la question du rythme. J'aimerais ajouter que dans le travail de questionnement, ce travail de questionnement doit inclure la question du rythme. Et que le rythme, c'est le travail d'ajustement. Et que trop souvent, on veut aller trop vite. Ce qui fait qu'en fait, on crée de la désynchronisation alors que la synchronisation n'est pas encore en place. Et que ayez bien conscience que quand on pose des questions, on pose des questions avec sa bouche et avec son corps. Oui. On fait les deux. Pas que un. Bien. Merci en tout cas pour ces précisions. Donc, on voit effectivement qu'il y a cette notion de rythme, hein, d'effet mimétique, et quelque chose qui va nous permettre finalement de rentrer dans cet espace commun, dans cet espace de relations communes pour pouvoir amorcer un changement, en tout cas, amorcer au-delà de ça un mouvement. C'est dans ce sens-là. Oui. On a un mouvement relationnel. Un mouvement relationnel. On a une autre question qui est effectivement, il y a besoin de précision sur voilà, la conscience corporelle passe par le transgénérationnel. Ça signifie donc que l'inconscience corporelle passe aussi par le transgénérationnel. Est-ce que ça, c'est une transmission de la pensée opératoire? C'est-à-dire, comment tout ça, ça peut se transmettre, que ce soit la conscience corporelle ou l'inconscience corporelle via le transgénérationnel? Qu'est-ce qui agit? Moi, je ne prendrais pas les choses comme ça. Enfin, pour ce qui me concerne, je ne prendrais pas les choses comme ça. Parler d'inconscience corporelle, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est la conscience corporelle qui existe. Ce qu'il y a, c'est que ce qui va faire notre esprit conscient ne prend en compte qu'une partie de la conscience corporelle. Et elle ne va la prendre que contextualisée. Oui. Et donc, je rejoindrai ce que disait Erickson, c'est-à-dire que c'est toute la partie de la conscience corporelle qui n'est pas consciente à notre conscience dans le contexte dans lequel on est, à l'instant T, qui va faire l'inconscient. Mais parler d'inconscience corporelle, c'est la conscience corporelle pour notre conscience vigile, c'est-à-dire que heureusement, nous n'avons
nous n'avons accès, et de manière contextualisée, qu'à une partie de l'étendue de notre corps en relation. Et ce qui va passer dans la transmission corporelle, à travers le corps, dans le transgénérationnel, c'est justement qu'à travers l'être ensemble, à travers notre développement dans justement cet espace commun, eh bien, nous allons aussi impacter des éléments de la conscience corporelle des autres qui sont eux-mêmes impactés de leur histoire. C'est comme ça que, par exemple, un vécu traumatique peut se dérouler, peut se transmettre en transgénérationnel chez un enfant par rencontre avec les effets corporels et relationnels du vécu traumatique chez sa mère, son père, ses parents, sa famille. Car à ce moment-là, ça va poser des problèmes en termes d'attachement, c'est-à-dire de désynchronisation dans le jeu de l'accordage et des capacités d'accordage. Et donc, encore une fois, de ces histoires de mouvement relationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'accorder sur l'intrusivité et la réceptivité. Voilà, c'est ça. Puisque les apprentissages corporels qui effectivement se transmettent, ne perdez pas de vue qu'effectivement, on est en permanence dans du mimétisme et de l'apprentissage. Et que ces apprentissages-là, par définition, comme on disait tout à l'heure, ça pose la question de la transmission. Donc, ils se transmettent. Et qu'effectivement, on peut c'est pour ça que je suis assez d'accord. Moi, je peux pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal à penser l'inconscient corporel. Ou alors, c'est juste effectivement, c'est tout ce conscient, toute la conscience corporelle qui n'est pas présente dans l'espace de travail. Hein, ce que disait Déane sur l'espace de travail, quoi, et qui est très contextualisé. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un moment et à un autre, ne perdez pas de vue qu'effectivement, cet inconscient ou ce conscient corporel, comme il est très contextuel, le contexte de la séance et ce qu'on va immobiliser peut activer justement et créer un autre contexte. C'est-à-dire qu'il va s'activer d'autres choses dans un autre contexte. C'est comme ça que je verrai les choses. Donc, je pourrais répondre partiellement à la question. Merci. On a une demande en tout cas de clarification par rapport à une phrase qui a été posée, notamment l'adaptation, c'est serrer les dents et faire avec. C'est possible d'aller un peu plus loin sur cette... Non, quand je parle d'adaptation, quand je disais serrer les dents et faire avec, je ne parle pas de l'adaptation ordinaire. C'est-à-dire, là, on est dans un processus traumatique. Et qu'en fait, quand Eric parlait de la notion de croissance et de développement, en fait, quand on parle, enfin moi, ce que la fausse résilience, ou je ne sais pas si je pourrais dire, les termes sont peut-être pas justes, mais ce sont des gens qui ont trouvé la possibilité de faire avec toutes ces, comment on va dire, toute cette difficulté à passer de façon fluide et en sécurité de ces deux mouvements relationnels de recevoir et puis d'aller vers, et qu'en fait, ils ont trouvé des moyens de faire avec des difficultés ou des impossibilités à le faire. Et que du coup, effectivement, quand je dis serrer les dents, c'est que trouver ces adaptations relationnelles demande un effort qui a un prix à payer, énergétique, personnel, relationnel. Et que du coup, effectivement, officiellement, on voit des gens qui sont en théorie parfaitement adaptés, qui sont en théorie capables d'avoir les moyens de leurs intentions, mais en fait, ils ont des intentions limitées. Donc, dans leurs limitations, ils sont adaptés. Mais ça va à l'encontre du principe développemental et de croissance de tout individu tout au cours de sa vie par ses différents apprentissages relationnels. Donc, c'est ce que je disais dans le fait de serrer les dents. C'est-à-dire, on va quand même faire, mais avec des limitations qui ont un coût. Je ne sais pas si je suis clair. Si je le dis simplement, et ce que je dirais,
c'est que notre développement et notre autonomie se fait dans la capacité d'être en lien et dans la permanence du lien. C'est-à-dire la permanence du lien, c'est que le lien à l'autre existe quand l'autre est absent. Le risque de voir la résilience comme adaptation, c'est d'en faire une position, comme dit Bruno, de toute puissance, c'est-à-dire une position identitaire, c'est le « je suis résilient ». Mais qu'en fait, ça nécessite, cette position identitaire, elle a besoin de se nourrir du monde traumatique pour exister. Et toute la question est là, c'est est-ce que je modifie, est-ce que j'existe dans le monde traumatique, est-ce que j'existe dans des liens traumatiques, ou est-ce que je fais le chemin d'entrer dans le monde du vivant. Et c'est-à-dire que le risque d'adaptation, c'est l'autonomie contre la relation. C'est-à-dire, c'est l'autonomie pour l'autonomie et l'individualisme. Je veux dire, un processus relationnel sain, c'est que l'autonomie, elle se déploie dans la relation et dans un espace relationnel. Et l'autonomie, si on veut, enfin, d'une façon simple, cette notion d'autonomie, c'est la capacité de façon fluide et en sécurité de pouvoir avoir des intentions qui peuvent être d'aller vers ou de recevoir en sécurité de façon fluide et adaptative. Et complémentaire, mais complémentaire dans le mouvement, pas une complémentarité figée. Or, on voit effectivement, notamment dans ces histoires de fausse résilience ou de « je suis résilient », des postures ou des mouvements relationnels complémentaires, mais figés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette possibilité d'être à la fois dans l'intention de réceptivité ou d'aller vers et de façon fluide. C'est figé, c'est-à-dire qu'on ne peut être que d'une façon et effectivement, dans le monde, en restant en partie dans ce monde, ou en partie en totalité dans ce monde traumatique, ce qui fait que, effectivement, quand je parlais de serrer les dents, c'est effectivement, il faut qu'on soit nous très très attentifs au fait qu'effectivement, sortir du monde traumatique, c'est se remettre dans le vivant avec effectivement ces mouvements fluides entre ces deux intentions générales relationnelles et en sécurité. Ce qui n'est pas toujours le cas pour des gens qui se revendiquent comme étant effectivement résilients. Faire attention. Voilà, si je te dis simplement, c'est sortir de la maltraitance, du scénario de la maltraitance, de l'abandon et de l'effondrement. Quand on commence justement à aborder la thématique du corps en relation, du corps dans l'espace thérapeutique, on voit qu'effectivement, il y a des évolutions, il y a des différents courants également, notamment en termes de… tu parlais tout à l'heure, Eric, justement, de l'expérience sécure. On a aussi tout ce qui est autour du toucher sécure. C'est cette place du corps, nous, dans l'espace thérapeutique. Quand on le met en lien avec, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, la conscience corporelle est quelque chose qui tend, cela étant, à véritablement diminuer. Comment placer ça comment pouvoir justement inclure ça dans nos thérapies, en tout cas cette partie-là qui est effectivement d'être dans l'expérientiel, le vécu en fait partagé autour de la corporalité, nous en tant que thérapeutes. Voilà une question complexe. En fait, si je vais prendre deux exemples. Si la personne vient, par exemple, si j'ai une patiente qui vient ou un patient et qui rentre et qui là est dans le débordement émotionnel et dans une expression de détresse, et bien là tout de suite, je vais proposer un travail de quoi la personne a besoin pour retrouver une expérience sécure. Je vais tout de suite engager un travail corporel, puisque c'est dans le débordement corporel. Voilà. Si la personne elle est dans un discours complètement rationnel,
à distance du corps, où tout ce qu'elle peut dire est complètement désaffectivé, eh bien à ce moment-là, il va falloir avoir un travail de questionnement, un travail, comment dirais-je, de déconstruction de ces représentations, de ces croyances, qui vont permettre d'amener à ce qu'elle va pouvoir dire va activer son vécu et ses expériences. C'est-à-dire qu'on va passer de ce que je pourrais qualifier d'un monologue à rentrer dans un dialogue. Car le dialogue engage le vécu corporel. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond à la question. Je pourrais juste rajouter, effectivement, comment on fait ça concrètement, comment on fait. Effectivement, il y a, comme je disais tout à l'heure, la nécessité d'être tout le temps soucieux ou attentif au fait qu'en tant que thérapeute, on doit accorder et synchroniser notre corps avec celui du patient et que c'est une question de rythme et pas de miroir. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, Eric parlait du questionnement. De façon quasi immédiate, et quand je questionne les gens sur des événements de vie, ou même si on va prendre simplement sur pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là dans le cabinet, là aujourd'hui. Il est tout à fait fascinant de constater qu'à chaque fois qu'on demande aux gens ou qu'on leur pose la question, mais comment c'est dans vous là? Ça fait quoi dans vous? Quelle est la sensation que ça fait? La grande majorité des gens ne répondent pas par du sensoriel, mais par du sentiment. C'est-à-dire des représentations psychiques sur de l'émotionnel. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça vous fait dans vous? Je me sens triste. Et qu'une partie du travail de la remise du corps en mouvement et en relation, c'est d'aider la personne à connecter de cette tristesse-là. Très concrètement dans son corps, elle est connectée à quelque chose de sensoriel, qui n'est pas de l'ordre du sentiment, mais de la sensation. Du poids, de, je sais pas moi, de la chaleur, de la torsion, on s'en fiche. Okay, et que c'est, je dirais, la base de mon travail hypnotique, mais de façon systématique. Et donc, si je peux rajouter, effectivement, tout ce qui va être de l'utilisation, des manières particulières de formuler les questions, des manières particulières de reformuler, l'utilisation des mouvements alternatifs sous diverses formes, comme fonction d'amener justement et le patient et le thérapeute dans cette dimension de l'expérientiel, dans le présent. Et évidemment, comme tu viens de le dire fort justement, Bruno, les feedbacks corporels. C'est-à-dire là, qu'est-ce que ça vous amène à percevoir en vous, à vivre en vous, qu'est-ce que vous ressentez, c'est où, etc., etc., dans votre corps. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre là, maintenant. Dans l'expérience, comme disent les Anglais, en conscience primaire, c'est-à-dire en awareness. C'est pas, voilà, on n'est pas dans le par-dessus. Bien. Alors, on a une question qui est justement en lien avec justement tout ce qui est autour des profils anorexiques, dont le lien au corps et la place des émotions. La question, c'est comment du coup recréer ce lien, comment effectivement mettre en place, où est la place du corps à ce moment-là du thérapeute lors de la relation thérapeutique auprès de profils anorexiques ou boulimiques. Alors, c'est une question extrêmement complexe. Si je voulais y répondre d'une façon globale, je pense qu'il faudrait un certain nombre de temps. Néanmoins, ce que je pourrais dire comme cela, c'est que ça dépend comment on voit ces problématiques-là, c'est-à-dire comment on les perçoit en tant que thérapeute et comment on les aborde. Globalement, on peut considérer qu'effectivement, fondamentalement, les troubles alimentaires, mais qu'ils soient d'ordre anorexique ou dans l'obésité, hein,
il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une altération du corps en relation. Mais ce n'est pas simplement l'altération du corps en relation. C'est l'altération du corps en relation comme femme ou comme homme de façon singulière dans l'universel. Et en fait, toutes ces filles-là, notamment pour l'anorexie, sont dans l'incapacité de pouvoir, d'un point de vue développemental, contacter des habiletés corporelles, du ressenti corporel avec de l'émotionnel et des habiletés relationnelles, c'est-à-dire être en relation, comme des femmes adultes, mais dans l'universel des femmes adultes, mais de façon singulière. Et que effectivement, à partir du moment où il y a cette altération du corps en relation, il est évident que quel que soit le processus qui sous-tend, qui alimente l'anorexie, que ce soit des processus traumatiques, des processus de dysfonctionnels familiaux ou autres, dans tous les cas, le premier niveau de travail qui est systématique, c'est que je ne vais jamais chercher, entre guillemets, le lien avec ces filles-là sur leur représentation psychique. Je me mets en lien avec elles sur leurs sensations. Et le premier niveau, c'est que très souvent, elles ne sentent plus rien. Et en fait, le premier niveau de lien est d'intention et de coopération, parce que autant beaucoup de ces patientes ne coopèrent pas sur l'anorexie, parce qu'effectivement, c'est extrêmement dangereux et problématique d'en sortir pour tout un tas de raisons, dont il serait trop long ici d'expliquer, mais néanmoins, le premier niveau de complémentarité, on va dire, c'est retrouver quelques sensations. Et que dans mon expérience, elles sont avides de ça. Elles ne savent pas comment faire, mais elles sont avides de récupérer du sensoriel. Et que tant qu'elles n'arrivent pas à récupérer du sensoriel, le processus ne peut pas évoluer. Parce qu'il y a elles ne peuvent plus être en lien. C'est impossible avec l'entourage, d'une façon ordinaire. Et donc, du coup, le premier niveau, c'est de les aider à reconnecter du sensoriel, mais en sécurité, car ce sensoriel-là a souvent été source d'inquiétude, voire d'éléments traumatiques ou autres, et que du coup, mon premier niveau de travail est toujours, avant même de parler de quoi que ce soit, des interactions familiales, de leurs soucis, de leurs préoccupations, de leurs représentations psychiques, je les aide à se reconnecter à leur corps. Ce qu'on pourrait dire effectivement de commencer à reconnecter du sensoriel de base. Et là, on peut rejoindre effectivement cette notion de toucher thérapeutique, ou simplement l'expérience de la relation du corps au monde dans le fauteuil. Certaines de ces filles-là ne savent plus si elles ne peuvent plus percevoir si elles ont les pieds sur le sol. Elles sont obligées de les regarder. Et que tant qu'elles ne sont pas en possibilité de percevoir que leurs pieds sont posés sur le sol, et là j'assume pleinement ce que je dis, il est impensable de faire quelque thérapie que ce soit en termes de changement. Mais je ne sais pas, c'est une façon de répondre à la question. Je voulais rajouter quelque chose, Eric, vas-y. Je rajouterai à ça, oui, le point commun entre l'anorexique et la boulimique de mon point de vue. Alors, peut-être pas à faire ça à 100%, mais dans une grande partie des patientes et des patients que je peux voir, c'est en fait le point commun, c'est une hypersensibilité. Une hypersensibilité à la cohérence de l'intime familial. Dans l'interaction avec les représentations et les normes sociales. Et on a deux versants. On a la boulimie alimentaire dans les boulimiques et on a la boulimie psychique, boulimie d'agir dans les anorexiques, qui sont les deux modes opposés de dissociation. Il y en a une où la dissociation va être dans l'anesthésie émotionnelle et la toute-puissance du mental, là où l'autre
va être dans l'inverse, dans le remplissage pour anesthésier l'émotionnel. Et qu'on peut même aller plus loin. Certes, ces processus-là, alors pas tout le temps, hein, mais sont parfois des tentatives de lutte contre l'effondrement et qu'un bon moyen de lutter contre l'effondrement est d'être anesthésié. Voilà. En prenant en compte que l'effondrement est tout le temps un effondrement du nous. Et avec cette confusion, on croit que c'est notre propre effondrement alors que c'est l'effondrement de l'environnement affectif dans lequel on est. Une toute dernière question, et après on fera que l'on clôture. Aujourd'hui, en tout cas, on assiste à l'émergence justement de mouvements, de personnes effectivement qui se positionnent comme étant non-genrées. Est-ce que ça signifie que pour vous, bah oui, ça arrive voilà, dans nos cabinets, est-ce que ça signifie que, enfin, où se trouve la place du corps, hein, cette place justement du singulier dans l'universel lorsqu'effectivement on ne peut plus être sur l'identité de genre? Mais alors, c'est important cette question-là. On voit effectivement émerger cela de plus en plus. Là, je vais donner mon sentiment et mon expérience, hein, qui est relativement récente parce que ce sont des phénomènes qu'on ne voyait pas il y a quelques années ou beaucoup moins. On est dans un monde des représentations et des représentations sociales. Et qu'il y a à la fois un leurre dans le fait que tout le monde individuellement peut être différent et peut revendiquer sa différence, dans la représentation sociale. Or, effectivement, si on reprend la lecture de « je suis en relation selon ces deux mouvements d'aller vers et de recevoir », nécessairement revendiquer d'être ni un homme ni une femme revient à une impossibilité de trouver sa singularité dans un universel de façon sécure. Et donc, on va refaire de la singularité dans un universel construit qui est celui de la représentation sociale de « je n'ai pas de genre et j'ai le droit ». Okay ? Mais ce que l'on voit dans nos cabinets, c'est que des gens qui viennent revendiquer cela viennent quand même en situation de difficulté et de souffrance. Donc, ce qui revient au fait que si c'était pour eux, si confortable, ben, ils ne seraient pas dans les cabinets. Okay ? Et qu'il y en a qui ne le sont probablement pas. Et qu'effectivement, moi, je ne suis pas là pour dire que ce que ça doit être un homme ou ce que ça doit être une femme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste une réalité, c'est que les mouvements relationnels d'aller vers et de recevoir, ils existent. Et que lorsqu'on ne peut plus trouver sa propre singularité dans un universel qui est considéré comme commun, mais qu'on refuse pour en faire un autre, c'est que de toute façon, il y a cette difficulté à se poser dans cette singularité-là, dans ses connexions à son propre corps. Je ne sais pas si je suis clair. Et que du coup, cette impossibilité-là n'est plus vécue comme une impossibilité, mais comme une revendication de faire autrement. Ce qui n'est pas la même chose. Comme certaines anorexiques peuvent revendiquer d'être maigres pour faire partie de la catégorie des maigres, si on veut aller par là. Vous voyez ? Même si ce n'est pas du tout la même chose. Hein, mais cette question de à genre, ça vient reposer la question effectivement de comment une personne d'un point de vue individuel avec ses habiletés et ses incompétences, et je dis ça de façon pas péjorative, c'est-à-dire les incompétences, c'est les choses qu'on ne sait pas faire, c'est-à-dire les habiletés que l'on n'a pas pour servir nos intentions. Et comme on est obligé de se donner effectivement à un moment donné une singularité, elle est obligée de se construire ailleurs, dans un autre universel, qui est revendiqué comme « j'ai le droit d'eux ». J'ajouterais juste à ça qu'effectivement, ça pose la question de la représentation du corps dans la société
Et on oublie tout le temps qu'en lien avec cette représentation du corps, il y a à côté la technologie médicale. J'avais fait ma thèse de médecine en 1988 sur le transsexualisme féminin et c'était au tout début. Et en fait, la question venait se poser parce que la technologie médicale, c'est-à-dire l'endocrinologie et la chirurgie, qui à l'époque d'ailleurs était interdite en France, mais elle était en place, par exemple, dans d'autres pays, d'accord? La technologie médicale offrait la possibilité de transformation du corps. Et Mais la donc, transformation du corps ne fait pas les habiletés. voilà, et la transformation du corps ne fait pas les habilités. Voilà, donc la question, c'est vraiment la question de la place du corps, de la représentation du corps dans la société, de la technologie médicale et la question du droit. Eh bien, peut-être que ce sera l'objet d'un futur webinaire. On va se diriger justement doucement vers la fin. Est-ce que là, pour clôturer, Bruno, Eric, est-ce que vous avez quelque chose justement à apporter? Pour clôturer, moi, parce que bien évidemment, avec Eric, on pourrait échanger des heures là-dessus. Et pour les gens qui nous écoutent, mon souci, comme celui d'Eric, et c'est aussi pour ça que j'étais très honoré qu'il me demande de participer à ce webinaire, c'est il est important qu'on se développe en termes de développement et de croissance notre expérience de thérapeute. Donc elle passe, à mon sens, à la fois effectivement par la prise en compte de nos habiletés relationnelles et donc nécessairement corporelles, que l'on a tous, plus ou moins, et que c'est toujours nos habiletés corporelles dans le soin. C'est comme le soin, c'est toujours une piste de croissance, c'est-à-dire que c'est toujours amené à continuer à se développer au gré de l'expérience. Et que fondamentalement, s'il y avait une chose à retenir, pour les gens qui nous écoutent, alors plein de choses à retenir, mais s'il n'y avait qu'une chose à garder, ça serait qu'effectivement ne pas perdre de vue que quand on est dans une relation thérapeutique, l'hypnose est partagée et elle n'a de valeur que dans le lien, et qu'elle est utile quand à la fois il y a ce lien sécure et une connexion au sensoriel corporel. C'est les deux conditions non négociables pour induire du changement. C'est ce que je dirais en conclusion. Merci Bruno. Eric, tu souhaites rajouter quelque chose toi aussi? Je dirais que la question du corps en relation est centrale aujourd'hui dans la crise que nous traversons, puisque l'être ensemble est sérieusement altéré et que de mon point de vue, on ne pourra développer une véritable écologie du lien et des mondes relationnels qu'à partir du moment où cet être ensemble qui passe par la redécouverte du corps en relation, c'est-à-dire de la place de l'intime. On n'en a pas parlé, mais c'est cet intime dans laquelle prend source et l'intuition et l'imagination créatrice et la pensée créatrice, et qui est bien atteinte là, dans ce que nous sommes en train de traverser. Je pense que c'est cette redécouverte-là qui me semble tout à fait fondamentale, qui peut permettre, je dirais, de construire une histoire alternative par rapport à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et que je pense que dans la thérapie, de mon point de vue, chaque époque et chaque modèle thérapeutique et chaque pratique thérapeutique répond aussi, et on l'oublie souvent, aux préoccupations sociales de l'époque. Parce que toute symptomatologie, si la souffrance est universelle, la manière dont elle va prendre forme dans les représentations sociales, qui vont amener une expression plutôt qu'une autre. Donc la thérapie a relevé ce défi. Or,
aujourd'hui, et on le voit bien chez les enfants, qu'on est en une carence majeure de ce qui est du perceptif. Et que je dirais que si tout ce qui tourne autour du psychotrauma prend autant de place dans notre société, c'est qu'en lien, elle questionne aussi sur la question du sensible et sur la question de la capacité à s'ajuster, à trouver des liens, à trouver des appuis qui permettent de traverser les épreuves de la vie. Merci justement de ces précisions. Donc voilà, le webinaire touche à sa fin. Merci immensément vraiment de ces échanges riches, précieux et effectivement qui nous permettent à chacun justement de mieux nous enrichir. Il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'observations de la part de tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. J'ai un message très important à vous dire de la part de toute l'équipe Mimétis. Nous vous souhaitons de très très belles fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire, donc mardi 26 janvier 2021, toujours à ce créneau-là. Maintenant, ce sera toujours voilà, les mardis et à 18h30 pour permettre justement à chacun de pouvoir participer. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci Bruno. Merci à vous pour cette participation. Au revoir et à bientôt.